Voilà, bonjour à tous. Donc, permettez-moi de vous accueillir avec une demi-voix, mais avec beaucoup de chaleur à Strasbourg pour ce colloque Simmel qui démarre solennellement les festivités ou les commémorations de ce centenaire de la mort de Georg Simmel. Cette première journée strasbourgeoise permet peut-être aussi de questionner ou de repositionner la personnalité de Simmel à Strasbourg, où il a enseigné les dernières années de sa vie. Je crois que c'est quelque chose qu'il est important de rappeler, d'autant plus que, comme de nombreuses publications dans le champ sociologique et dans le champ philosophique ont pu le rappeler, Simmel a été victime d'un oubli ou d'une perte de mémoire en France notamment. Et il est peut-être temps d'essayer de tisser des liens. Je crois que c'est un peu le but du colloque qu'on organise aujourd'hui à Strasbourg, à l'ENSAS, avec le laboratoire AMUP et donc avec l'éminente collaboration de l'INSA, et puis qu'on organise avec les écoles d'architecture de Paris-la-Villette, de Val-de-Seine, de Belleville, et puis avec Paris-Nanterre. Donc, c'est le moment de tisser des liens ou d'établir peut-être des jonctions ou des nœuds entre des champs disciplinaires qui ont été perçus comme quelquefois conflictuels aussi. Il faut savoir que la réception de Simmel dans le champ architectural en France reste quelque chose de difficile ou quelque chose qui reste peut-être à investir et à chercher. En tout cas, je suis très très heureuse de cette journée d'aujourd'hui qui démarre la réflexion, le questionnement, les débats autour d'une personnalité qui a été, je crois, très très importante, même si elle n'est pas toujours citée par des auteurs. L'un de nos conférenciers aujourd'hui nous rappellera que, par exemple, Rudolf Arnheim reprend énormément de thématiques de Simmel sans forcément citer Simmel dans le texte. Je crois qu'il est vraiment important qu'on pose les bonnes questions. Et puis évidemment, nous poursuivrons les débats, les questionnements, et puis d'autres focales par rapport à la littérature, par rapport au champ philosophique aussi, à Paris demain et après-demain. Je ne vais pas inaugurer ce colloque de manière trop longue, parce que je sais que les longs discours sont toujours très fatigants, puis vous allez suivre tout au long de la journée des interventions. Donc mon discours est bref. Je salue la co-organisation avec mes collègues parisiens. Je salue évidemment aussi le soutien de l'école d'architecture de Strasbourg, de Paris-la-Villette, des laboratoires de recherche AMUP, du BROP, et je salue ces collaborations qui se sont faites finalement entre universités, entre écoles d'architecture et qui permettent, je crois, de commencer à croiser des choses tant au niveau national, au niveau français, qu'au niveau international, puisque nos collaborateurs de Bologne, de l'Université de Bologne, qui ont contribué très très largement à organiser et qui ont été à l'initiative de ce colloque Simmel, vont nous permettre de dynamiser, de créer peut-être des liens qui vont excéder et dépasser les frontières de la France pour redimensionner la position, la recherche autour de Simmel dans le champ qui lui appartient, à savoir l'Europe. Voilà, je me tais pour l'instant. Je cède la parole à Florence Rudolph. Merci, merci Alexandra, merci à vous d'être présents ce matin. Donc, pour ma part, ce n'est pas sans émotion, effectivement, que je me prête à cette introduction à Georg Simmel, à Strasbourg. C'est une introduction qui est fondée finalement sur une expérience, sur du vécu. Et c'est donc, elle n'a pas du tout la prétention de procéder à une restitution systématique. Donc, je commencerai par évoquer la très belle exposition Strasbourg, Laboratoire d'Europe, 1870-1930, qui s'est tenue ici il y a quelques mois à Strasbourg, qui a pris fin en février, où Georg Simmel figure parmi cette exposition, je dirais de façon vraiment discrète et mineure.
et nous rappelle en fait que ça a été effectivement une grande figure intellectuelle du paysage strasbourgeois, qui a participé à l'avènement de la modernité en cette période sombre de l'histoire, et qui cependant a connu une longue éclipse. Alors, la contribution de Georg Simmel à l'avènement de la modernité. J'en dirai deux. Je commencerai par dire 2-3 petits mots sur sa contribution et sa sociologie par la même occasion, afin de donner prise, disons, aux personnes ici présentes, à l'auditoire, pour entrer dans le sujet. Alors, l'approche de Simmel de la modernité ne se situe pas du côté des grands systèmes. Elle ne se situe pas du côté de la face lumineuse, ambitieuse, arrogante de la modernité, mais davantage sur son versant caché, secret, pour ne pas dire sombre. Versant caché, plutôt secret. Donc Simmel appréhende la modernité sur un mode mineur, une modalité qui semble caractériser sa méthode, qui sera qualifiée par ailleurs de transversale ou de fragmentaire. On a parlé aussi d'essayisme, ou peut-être d'impressionnisme. Aborder les choses par le petit, l'invisible, mais non l'insignifiant pour autant. Voilà ce qui semble caractériser son système, si on peut parler en ces termes en son égard. Pour aller plus loin, approfondir le sens de cette approche, on peut dire de Simmel qu'il met au point un regard qui rend compte du mouvement et des processus, sans refuser pour autant des montées en généralité, voire même la mise en évidence de cristallisation sociale, pour reprendre l'expression de Durkheim. Il demeure, donc même s'il ne refuse pas ces montées en généralité, il demeure que les études privilégiées par Simmel invitent le regard du côté de formes de socialisation du quotidien, comme autant de scènes où se jouent et se rejouent sans cesse les conditions des grandes formes sociales, des grandes idées, des grands mouvements qui marquent l'histoire. Elles se situent en marge des objets qui intéressent la sociologie dominante dans les années de reconstruction des 30 Glorieuses, donc dans les années où, de fait, il a connu une grande éclipse et consécutivement auquel il y aura ce travail de réhabilitation de sa pensée. Donc ce qui explique cette entrée par le menu, par le petit, par le mouvement, par le processus, tout cela explique l'éclipse dont il a été victime et le travail, l'entreprise, le travail de reconnaissance qui a dû être déployé pour le faire reconnaître, pour le réhabiliter. Au passage, j'aimerais à ce propos, à propos du petit, du mineur, évoquer les travaux, les économies de la grandeur de Thévenot, de Boltanski et Thévenot, où il est question finalement du jeu entre différentes cités ou différents ordres de valeurs en société. Et il est bien question autour de Simmel et autour de la sociologie ou des entreprises de connaissances en général, d'une question, qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui est important d'étudier à côté de ce qui ne le serait pas. Et on comprend bien que dans ce qui va être qualifié de mineur, d'insignifiant, de petit, il y a finalement un travail de discrimination, un travail qui n'autorise pas finalement à s'intéresser à certaines choses dans le processus de connaissance. On comprend bien donc que la réhabilitation, que le travail de réhabilitation de la sociologie de Georg Simmel est aussi un travail pour faire reconnaître d'autres ordres de grandeur dans une sociologie univoque, peut-être trop dominante, qui fait école autour d'un seul type de valeur. Donc le parti pris de la sociologie qualifiée de formiste, pour parfois de formelle, autrefois, donc ces qualificatifs évoquent aussi des jeux d'interprétation, de réception de sa sociologie. Mais disons, cette sociologie de la forme, des formes sociales, consiste à approcher les cristallisations sociales par le mouvement, à pratiquer le détour. Les enseignements de Simmel se laissent difficilement mettre en ordre et en système. À cet égard, il développe finalement une sociologie difficile et exigeante. Donc voilà en quelques phrases, et c'est bien maigre évidemment, ce que je voulais dire en guise d'introduction, avant de rentrer directement dans l'architecture de mon propos, dans le fil de mon propos. Ce dernier s'organise comme suit. Je commence par une reconstitution du contexte de réception de Simmel dans les années
1980-1990. Donc, je commence par une reconstitution du contexte de réception de Simmel à Strasbourg, et que je choisis de qualifier d'une offensive sociologique à l'égard d'une école dominante. Donc c'est un moment, cette décennie, peut-être que le choix des dates pourrait être discuté, mais c'est un moment, il me semble, essentiel à Strasbourg pour la réhabilitation de la pensée de Simmel. J'effectue ensuite un détour par des jeux, ou une digression, dirait Simmel, par des jeux de correspondance entre Simmel et Luhmann. Ces jeux de correspondance me permettant d'illustrer l'ancrage de la sociologie de Simmel dans les sciences du sens, pour faire écho à Jean Clam, un chercheur qui était également à Strasbourg et qui a travaillé sur Georg Simmel, et donc pour illustrer cet ancrage et pour montrer en fait combien la sociologie de Simmel s'éloigne finalement d'une physique sociale, combien elle s'éloigne finalement aussi peut-être d'une morphologie sociale. Et de manière aussi à souligner de la sorte le défi finalement que constitue ce rapprochement entre sociologie simmelienne et sciences de la conception, dans lequel on peut regrouper à la fois l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement et autres sciences de projet. Ce défi n'en demeure pas moins intéressant, stimulant et digne d'intérêt et d'investissement, d'où notre présence ici qui en atteste. Je conclus enfin par quelques enseignements qui me semblent pertinents pour l'architecture et l'urbanisme, domaine que j'ai rejoint depuis bientôt presque une décennie, donc profession que je côtoie et avec lesquelles je travaille et que j'observe, du point de vue aussi de mon arrière-plan sociologique. Alors, la réhabilitation de Simmel à Strasbourg, retour sur une offensive sociologique. De cette décennie, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le travail actif, acharné, d'un jeune sociologue, récemment recruté à l'Université de Strasbourg, qui s'emploie à faire exister dans l'institution une figure qui s'oppose point par point au système sociologique français. Comme bien souvent, l'entreprise critique procède des marges. Aux confins de la France, en cette terre ballottée entre l'Allemagne et la France, ce n'est pas la première fois que Strasbourg se qualifie pour la confrontation des œuvres culturelles de part et d'autre du Rhin, et qu'elle opère une hybridation entre la pensée allemande et la pensée française. Je pourrais citer à cet égard le texte d'Abraham Moll dans Georg Simmel, La sociologie et l'expérience du monde moderne, où il fait effectivement écho à ce que je viens de dire, en disant qu'en redécouvrant Simmel, Strasbourg redécouvre, de gré ou de force, sa propre continuité, une de ses fonctions les plus éminentes, la synthèse de la pensée allemande et de la jeunesse de la pensée française. Donc la mobilisation de Simmel, titulaire d'une chaire de sociologie de 1914 à 1918 à Strasbourg, participe d'une tactique de reconnaissance ingénieuse qui procède de ce que je qualifierais volontiers, la formule n'est peut-être pas très heureuse, mais de tactique de couverture. Cette dernière consiste à avancer couvert par une grande figure de la sociologie, certes oubliée, mais qui fut illustre. La tactique est fine, d'autant plus qu'elle choisit son moment. Disons que les temps sont mûrs pour cela. Le système de la sociologie française, orthodoxe, montre ses limites en cette période post-68. Le processus s'organise avec le concours de quelques grandes figures de la sociologie française, encore en exercice. Julien Freund, professeur émérite, professeur de sociologie émérite, je ne sais pas si c'était le terme réservé à l'époque. Freddy Raphael, professeur de sociologie, qui enseigne essentiellement Max Weber et la sociologie allemande. Michel Maffezoli, qui vient d'être recruté à la Sorbonne. Et bien d'autres. Écoutons à ce propos Julien Freund, grand passeur de la pensée allemande en France, au sujet du contexte de réhabilitation de la sociologie de Georg Simmel à Strasbourg à cette époque. Comment aurait-il pu continuer de jouir de l'audience qu'il avait en France avant 1914, dès lors que pendant une longue période, nous avons été submergés par une sociologie lourde, engourdie, dans les considérations de tendances idéologiques sur les phénomènes sociaux, massifs, compacts et indifférenciés, en particulier celui de la lutte des classes. Il était nécessaire que la sociologie redécouvrît le sens des relations sociales plus discrètes, en portant par exemple son eau fort sur l'observation de la vie quotidienne et sur les interrelations modestes
pour que l'on s'éveillât à nouveau à l'œuvre de Simmel. Raymond Boudon a traduit récemment ces problèmes de la philosophie de l'histoire, étude grâce à laquelle il participe au vaste débat du début de notre siècle sur les limites de l'objectivité historique, suivant l'expression de Raymond Aron dans un de ses premiers ouvrages, etc. Une lecture attentive de cet extrait montre que Julien Freund prend soin de citer tous les acteurs qui participent de cette reconnaissance. Cette série de références met en scène une coalition d'acteurs qui ne sont certes pas alignés. Ce type de coalition illustre certains des passages de l'essai de Simmel consacré au conflit. La désignation d'un ennemi entre guillemets commun permet des alliances parfois contre nature, à l'instar de celles qui vont se sceller entre Boudon ou les Boudoniens et Maffezoli ou les Maffezoliens, pour faire vite, et bien d'autres. Car la scène ne se limite pas à cette configuration binaire. On a donc l'émergence d'une délicate scène, délicate dans plusieurs sens du terme, où va se jouer la reconnaissance de Georg Simmel. Délicate au sens où elle est composée des tenants de l'individualisme méthodologique, qui tentent de tirer Simmel du côté de leur paradigme, et les sociologues du présent et de les interactionnistes, pour lesquels la sociologie formiste permet de réhabiliter le quotidien aux côtés des grandes institutions. Donc le petit, ces petites formes, ce menu, ce discret, etc., dont il a déjà été question. Les enjeux des uns et des autres ne se recouvrent pas, mais tous s'entendent pour faire front contre une certaine sociologie structuraliste, holiste, propre à l'école française de sociologie, et peut-être aussi contre un certain héritage du marxisme, une certaine interprétation du marxisme. Donc la décennie 1985-1995 apparaît rétrospectivement comme un moment clé d'un processus de reconnaissance, comme prélude à un travail de normalisation de la sociologie simmelienne. Il s'agit d'une décennie majeure, adossée, comme cela a déjà été mentionné, sur l'engagement d'un jeune maître de conférence qui se trouve des alliés, des alliances, avec quelques figures majeures, bien que pas toujours très fréquentables du point de vue de la communauté sociologique. À cette configuration va venir s'adjoindre le soutien d'une figure incontestable de la communauté internationale en la personne d'Ottain Ramstedt. Ottain Ramstedt est professeur de sociologie à l'université de Bielefeld, spécialiste de Georg Simmel. Ils vont former, avec Patrick Vattier, un couple assez efficace, ainsi qu'en témoignent les différents programmes qu'ils vont déployer. Donc l'ouverture à l'international. De cette association procède une ouverture à l'international qui se structure autour de quelques projets. J'en oublierai certainement un grand nombre. Des colloques avec leurs actes. J'aurais aimé amener les livres, mais j'ai évité de me charger. 2 actes importants, 2 colloques, 1985-1987. Patrick Vattier étant là dans la salle, il pourra apporter les informations complémentaires. Un colloque dont Georg Simmel, la sociologie et l'expérience du monde moderne, paru au Méridien Klingsik en 1985. Et un autre, Ottain Ramstedt et Patrick Vattier, éditeurs, Georg Simmel et les sciences sociales, paru également au Méridien Klingsik en 1987. On dispose aussi de programmes de réédition de l'œuvre de Simmel en allemand et en français, en association avec Raymond Boudon au PUF, dans sociologie. Et enfin, des accords universitaires, dont un partenariat avec Bielefeld, avec le soutien du programme franco-allemand du CNRS, des accords avec le Wissenschaftszentrum Freiburg, des échanges avec Saint-Pétersbourg, et également, sans doute, des accords avec le Brésil et bien d'autres, comme je disais, que je ne peux pas mentionner tous de mémoire. De ces accords universitaires découleront plusieurs thèses encadrées par Patrick Vattier, avec comme inspiration, finalement, le programme, la sociologie simmelienne, dont on peut dire que c'est une inspiration qui, comme son nom l'indique, est inspirante et non pas dirigeante et contraignante. Donc, si on faisait sans doute, si on reprenait le cours de toutes ces thèses, ce à quoi je ne me suis pas prêtée, on trouverait sans doute une diversité de parcours, autant de parcours qui illustrent la diversité propre à l'inspiration simmelienne. Donc je me garderai bien de faire ce travail, je ne l'ai pas fait, et je m'attacherai à mon propre parcours, ce qui m'amène finalement au deuxième grand point, de Simmel à Luhmann, jeu de correspondance et de distance.
pour illustrer combien, finalement, il est possible de construire des ponts, et les plus, parfois, surprenants, entre Simmel et d'autres pensées. Alors, cette digression de Simmel à Luhmann, jeu de correspondance et distance, elle joue en faveur d'une monstration, comme dirait Michel Maffezoli, plutôt que d'une démonstration. Il s'agit de rendre compte de l'ancrage de la sociologie simmelienne dans les sciences du sens, plutôt que dans une physique sociale. Donc, mon passage à Bielefeld, à titre de doctorante, dotée d'un contrat doctoral dans le cadre du programme franco-allemand, va finalement m'orienter, plutôt que de m'orienter dans la sociologie de Simmel, puisque j'avais Ottain Ramstedt comme co-directeur, va plutôt m'orienter, il va se nouer finalement à Bielefeld pour moi, une rencontre avec Niklas Luhmann. Et donc mon passage à Bielefeld va plutôt se jouer autour de des enseignements de Niklas Luhmann, qui occupe à l'époque une chaire de sociologie et qui est au fait de sa renommée. La controverse avec Jürgen Habermas est, on peut dire, digérée. Elle offre un cadre de réception très positif pour cette nouvelle sociologie incarnée par Luhmann. Alors, à première vue, l'association, le lien entre Simmel et Luhmann ne va peut-être pas de soi. Ne s'agit-il pas de troquer le sociologue des formes mineures contre le sociologue des systèmes par excellence, de retomber, entre guillemets, dans le travers d'une sociologie qui ne jurerait que par le macro, le robuste, bref, je ne poursuivrai pas sur ce jeu d'association. C'est en première lecture ce qu'on pourrait penser. En seconde lecture, c'est-à-dire du point de vue peut-être des coulisses, les choses ne sont pas aussi simples, car Niklas Luhmann est également le sociologue le plus opposé à l'individualisme méthodologique. C'est sans doute un sociologue qui s'est radicalement investi dans la formation, dans la formalisation de la sociologie et de la société comme entrelacs de sens, dans lesquels les humains sont pris à la manière dont ils sont en relation avec un environnement. Bien que, pas tout à fait de la même manière, puisqu'ils partagent avec la société leur sensibilité au sens. Et on pourrait ajouter qu'ils partagent avec l'environnement, dont je deviendrai une spécialiste, sociologue de l'environnement, qu'ils partagent avec l'environnement peut-être une connivence physique. Donc les humains, si vous voulez, comme tiers entre finalement des entrelacs de sens qui renvoient à la société comme système de communication et des environnements physiques, une nature, des natures, enfin on peut l'appeler comme ça, ou disons un environnement avec lequel le partage serait plutôt de l'ordre d'une connivence ou d'une sensibilité physique. Alors, de cet exercice périlleux de dire en quelques mots en quoi correspond la sociologie de Luhmann, j'attire cependant autour de ce moment où j'insiste un peu entre ces deux types d'environnement, l'environnement de la société et l'environnement physique, dit de nature, éventuellement dans notre culture, sur les liens possibles en cet endroit avec les sciences de la conception, avec l'architecture et bien d'autres. Un autre point de correspondance, donc si vous voulez, cette sensibilité au sens, cette sensibilité aussi, donc c'est un des points de correspondance entre Simmel et Luhmann. Un autre point de correspondance important, c'est l'entrée par la vie. Simmel, philosophie de la vie, Luhmann, pour reprendre un titre d'un article que je lui avais consacré dans la revue Société, Théorie de la vie adaptée à la sociologie. Donc cette métaphore, cette référence à la vie comme garante du mouvement et des processus permet aussi de tisser, de construire des liens entre la sociologie de Simmel et de Luhmann. De manière générale, donc pour résumer, si vous voulez, autour de cette rencontre que j'opère aujourd'hui, rétrospectivement, se joue effectivement l'enjeu d'une compréhension, d'une intelligibilité du monde social à partir du mouvement.
à partir du mouvement, sans pour autant oublier, si vous voulez, des formes, des stabilisations, des expressions qui vont être des manifestations, finalement, de ces mouvements, de cette vie qui s'exprime à travers de multiples contenus. Alors là encore, je me tourne du côté de la préface de Julien Freund à l'ouvrage Georg Simmel, La sociologie et le monde moderne, ce n'est pas le titre exact. Donc la forme simmelienne n'est pas de l'ordre de l'intelligible immuable platonicien, car elle constitue un processus qui forme, informe, déforme, réforme et transforme sans cesse ce qu'elle représente, d'une part dans l'espace, en déplaçant les limites du contenu, soit par élargissement, soit par restriction, d'autre part dans le temps, en ce sens que, dans la durée, elle adopte tantôt des contours précis, tantôt des confins flottants, au gré des tensions et des relâchements de ceux qui en font usage dans leur Erlebnis particulière. La forme est donc objet de constantes opérations que Simmel désigne par Formung, une mise en forme, étant attendu que ces opérations peuvent se réaliser successivement ou simultanément, y compris dans un contexte conflictuel. Donc la forme apparaît comme un tiers, parmi d'autres interprétations possibles, le tiers qui permet de penser la société ou de penser comment la société est possible, et qui est comme un opérateur, si vous voulez, de mise en forme, de mise en sens, d'organisation, duquel peuvent émerger des programmes, par exemple chez Luhmann, qui vont pouvoir trier des événements de sens, etc. Donc on a une espèce de dynamique processuelle ininterrompue, de plus en plus foisonnante au fur et à mesure que la société se complexifie, et donc qui forme finalement des possibles toujours actualisables et à la fois qui échappent évidemment. Et on comprend bien combien cette sociologie-là finalement peut être aussi irritante si tant est qu'on demeure à avoir des prises, si tant est qu'on demeure à avoir des certitudes, si tant est qu'on demeure réduire l'incertitude et réduire la complexité. Donc Luhmann et Simmel sont finalement des sociologies qui nous invitent à la complexité, qui nous invitent à la modestie, qui nous invitent, si vous voulez, à accepter que la connaissance n'est que partielle, momentanée, fragmentaire. Cette esquisse, et je m'arrêterai là pour ce qui est de cette esquisse autour de ces deux sociologies et de ces deux sociologues, que je vois comme effectivement des sociologies qui montrent comment est-ce qu'on peut faire nature et culture, mais de manière effectivement dynamique. Cette esquisse, elle nous invite à considérer comment on peut effectivement construire des rapprochements, comment est-ce qu'on peut construire un dialogue entre ce type de sociologie et des sciences de la conception ou des arts de la conception, architecture, urbanisme essentiellement. Car en effet, on comprend bien que cette sociologie-là va davantage pouvoir s'exprimer à travers des expressions, si vous voulez, qui expriment le temps, qui expriment des temporalités, qui expriment le mouvement, et qu'elle va peut-être plus difficilement pouvoir trouver des traductions, disons, spatiales. Puisque, par définition, si vous voulez, les traductions spatiales sont plutôt de l'ordre d'une physique sociale, sont plutôt de l'ordre d'une forme qui s'incarne, d'incarnation. Donc on comprend bien ici l'enjeu finalement de notre rencontre et de ce type de manifestation, puisqu'il s'agit finalement de faire dialoguer deux rapports au monde. Mais l'enjeu le mérite, puisque c'est déjà présent dans cette sociologie de Simmel, comme je disais, où cette tension-là, elle est présente, elle est constamment présente, entre effectivement
ce flot, ce flux de vie et ces manifestations, ces incarnations qui peuvent par moments, justement, et c'est la tragédie de la culture, hein, pour reprendre son expression, qui peuvent par moments, justement, oublier la symbiose avec la vie, oublier combien étouffer cette vie, la malmener. Hein. Donc on est bien dans cette tension-là, on est bien dans cette tragédie-là. Alors cette tragédie, j'ai trouvé aussi, par d'autres jeux de correspondance auxquels je me suis prêtée avec d'autres sociologues, notamment la théorie de l'acteur réseau qui est plus dans une physique sociale, et je trouvais ça intéressant, justement. Déjà, avant de venir à l'architecture, j'avais trouvé un intérêt d'essayer de traduire ces sociologies du sens dans des physiques sociales. Parce que néanmoins, surtout comme sociologue de l'environnement, nous vivons dans un monde qui a une physique, qui a une matérialité. En tout cas, disons, nous pensons le savoir qu'elle a une physique et une matérialité. Donc en fait, un autre concept qui me semble assez intéressant pour toucher cet enjeu qui nous relie ici aujourd'hui, c'est le concept d'entrecapture que j'ai trouvé chez Isabelle Stengers. Et pour moi, je me dis finalement la forme, selon ce concept, la forme serait peut-être, la forme chez Simmel, ce serait peut-être des manifestations d'entrecapture de contenu de vie. Ces entrecaptures qui permettent, selon, de prendre la forme de cristallisation, de réseaux, d'entités d'un métatype, d'organisations inédites, etc., et qui vont avoir une propension à l'autonomie, plus ou moins, ou non, qui vont avoir une propension à se maintenir en forme ou non. Et donc, on voit bien comment on peut avoir une vie des formes qui mérite d'être observée, d'être suivie. Donc voilà, tout ça nous amène à tout ça pour préciser finalement l'architecture comme entrecapture. Et donc, comment le fait-elle? Comment y parvient-elle? Et avec ce risque, puisque l'architecture, l'urbanisme comme entrecapture, avec ce risque que souligne bien Simmel dans la tragédie de la culture, ce risque effectivement de tourner en rond, de perdre le sens de la vie, de perdre ce sens d'être au service de la vie, d'être au service de ses contenus, au service de son historicité. Comme risque finalement d'oublier son objet et de se complaire dans des formes vides, majestueuses, monumentales, qui finalement n'accueillent pas grand-chose. Donc ce risque-là, évidemment, c'est bien en parlant à des architectes qui le connaissent fort bien et que je n'ai pas besoin de surligner ce point-là. Ce risque-là, c'est sans doute aussi l'enjeu majeur d'une architecture qui, justement, va au contact de la sociologie simmelienne, d'une sociologie des formes, qui va aussi au contact d'une pensée paysage. Hein. Je fais écho, par exemple, là, à une thèse qui a été soutenue récemment par Bruno Steiner, sous ma direction, ici à AMUP. Donc, qu'est-ce que l'architecture aujourd'hui, quand elle rencontre Georg Simmel et d'autres peut-être pensées de ce type-là, comparables au travail à l'inspiration que produit Georg Simmel encore sur nous, comment est-ce qu'elle peut travailler? Comment est-ce qu'elle peut travailler des formes d'entrecapture qui soient ouvertes, qui soient fluides, qui présentent une certaine plasticité, ou en tout cas peut-être une certaine sensibilité, pour ne pas tomber non plus dans la mystification de la flexibilité, etc. Donc, comment topologiser les formes simmeliennes? Alors ça m'amène au dernier point, qui est quasiment une conclusion également, conclusion qui sera quand même, qui va prendre un petit moment, mais voilà, qui sera vraiment une ouverture sur plutôt des pistes de recherche. Donc les sciences de la conception, vous avez compris, architecture, paysage, urbanisme, etc., comprises, au défi de la topologisation de la sociologie simmelienne. Je crois que j'emprunte ce terme-là toujours à Abraham Moll dans le texte, mais il faudrait que je revérifie. Alors, comment rendre compte architecturalement des jeux entre le oui et le non, le proche et le lointain, le visible et l'invisible?
comme s'y emploie Georg Simmel à travers sa déclinaison de certaines formes sociales, comme la coquetterie, le secret, le conflit, intégré, à non intégré, etc. Donc, comment rendre compte de cela architecturalement? De quelles astuces, de quelles ressources l'architecture recèle-t-elle pour entrer dans ce type de dynamique formiste, sans céder à la tentation de la cristallisation, comme je le disais déjà précédemment? Comment l'architecture peut-elle accompagner ces jeux d'action réciproque auxquels la sociologie de Georg Simmel nous rend si particulièrement attentifs? Comment y parvient-elle, cherche-t-elle à le faire? De quelle imagination, invention, innovation a-t-elle fait preuve au cours de son histoire et auquel elle s'intéresse actuellement dans ses recherches? Alors j'ai quelques pistes, elles sont petites, je vous prie de m'en excuser. Je vois dans la correspondance entre des textes et des traductions architecturales des débuts de réponse, des bribes de réponse. Évidemment, le plus classique, l'incontournable pont et porte, je pense, que tout le monde, et sinon, voilà, l'incontournable pont et porte pour un ou une architecte. C'est précisément parce qu'on peut aussi l'ouvrir, dit-il à propos de la porte, que sa fermeture donne l'impression qu'elle exclut plus fortement tout ce qui est au-delà de cet espace que le simple mur inarticulé. Celui-ci est muet, mais la porte parle. Je n'en dirai pas plus, je pense que c'est suffisamment explicite. Donc, d'autres pistes, le succès récent des notions de deuxième, troisième chantier, qui font aussi écho justement à la pensée paysage qui, par définition, grandit, fleurit, se fane, meurt, etc. Et donc qui fait écho aussi à cette idée selon laquelle les formes ou ces entrecaptures sont plutôt des circuits, des chemins, des cheminements, des trajets avec des rythmes différents. Donc, voir aussi l'architecture dans sa plastique à la fois temporelle, d'intensité, comme cela peut être suggéré par les textes de Simmel. Le lien avec le secret, l'essai sur le secret, qui fait écho à des choses assez classiques en architecture et dont l'architecture recèle avec beaucoup de grandeur, de force, tous les passages, les seuils, les jeux de perspective dont elle sait jouer justement pour rendre compte de ces jeux d'opacité, de transparence, de cachet, de surgissement, tout ce langage finalement qu'elle sait mettre en scène. Et de ce secret, la figure du labyrinthe, qui trouve un éloge dans les pensées de l'urbanisme, notamment là aussi autour d'Abraham Moll, mais pas uniquement, cette figure du labyrinthe, et qui fait écho aussi à la ville non planifiée, à la ville informelle, et qui pour moi, qui travaille sur ces questions-là, est un germe vraiment très, très, très stimulant de penser justement l'informalité dont on parle à propos de la ville informelle, des quartiers informels, etc., comme plutôt une manière de penser la forme au sens simmelienne. L'architecture, évidemment, vernaculaire, on pourra faire ce lien-là exact aussi. Des pistes pour des recherches, explorations futures. La ville hospitalière, programme d'Anne Gottman, très très riche, en particulier la contribution d'Isaac Joseph, avec ce texte « Prise, épreuve et réserve », que j'ai déjà beaucoup partagé avec certains collègues et puis des étudiants. Depuis que j'ai découvert ce texte, j'en suis littéralement amoureuse. Et comme exemple, non pas pour une reproduction, mais pour une incitation, une imitation, une invitation à faire quelque chose
de ce type-là, c'est-à-dire à faire dialoguer le dessin de l'espace par touche, par point. On parle aussi d'homéopathie de nos jours en parlant d'urbanisme, pour donner prise, mais sans canaliser, sans obliger, sans forcer. Et en même temps pour offrir, si vous voulez, beaucoup de réserve sociale, ce qui va être très important, d'où ce prise, épreuve et réserve, qui est dans le titre d'Isaac Joseph. Donc pour offrir une palette de possibles en termes de jeux d'action réciproque et donc de formes sociales, qui peuvent se jouer autour de différentes invitations à des rencontres de différents types. L'architecture, enfin, comme lieu d'expérimentation à travers l'architecture éphémère et les installations artistiques auxquelles de nombreux chercheurs et nombreuses chercheurs ici, à la MUP, travaillent, explorent, notamment autour des ambiances, Valérie qui est ici, et bien d'autres. Donc, s'offrir à travers des dispositifs architecturaux, à travers des installations, peut-être plutôt que des dispositifs, la possibilité d'observer comment, aussi par rapport à une architecture qui peut se déplacer, comment cette dernière peut offrir des espaces réellement où se joue, où la vie vient se nicher avec bonheur. Enfin, il y aurait aussi d'autres, notamment par rapport à venir se nicher avec bonheur, penser aussi à ce texte autour de l'action plurielle de Laurent Thévenot, où il montre que les registres de l'action trouvent à s'accomplir dans certaines scènes. Je pense en particulier, si vous avez l'occasion de lire ce livre, qui est assez ardu, il faut bien le dire, mais je pense en particulier au premier chapitre qui se déroule dans le compartiment d'un train et que je trouve assez esquis du point de vue justement de comment s'organise un mode d'être au monde au creux d'une configuration spatiale et en même temps avec ce côté mouvant du train qui voit défiler le paysage, etc. Enfin, j'en arrive à ma conclusion. Donc, de manière générale et conclusive, j'aurais envie de proposer à l'urbanisme de transposer à la ville l'idée que Simmel se faisait de la société comme en permanence reconstitutive d'elle-même, sans qu'elle ait besoin d'avoir a priori une idée de son unité. Cette proposition, elle pourrait effectivement inspirer, et je pense qu'elle l'inspire en partie, l'urbanisme, notamment quand il rencontre la question aussi de l'urbanité et des espaces publics. Et on pourrait se demander, à la manière dont la sociologie a pu accompagner la société pour lui offrir des prises, pour s'observer, gagner en réflexivité, on pourrait aussi se demander si l'architecte, l'architecture, l'urbanisme offrent à la ville, offrent à la vie en ville, à la vie urbaine, de tels lieux possibles où cette dernière, cette urbanité, puisse s'observer, se renouveler, se former, se transformer, s'inspirer pour toujours recommencer à faire culture, une culture ouverte et ouverte à la vie. Voilà, en quelques mots, ce que j'avais envie de partager avec vous en ce début de colloque. Et je vous remercie. Alors, peut-être avant de passer aux questions, je pense que, en effet, Simmel a énormément de questions à poser aux architectes et urbanistes, alors, et en même temps, des questions qui peuvent apparaître à bien des égards paradoxales sur cette question de la forme et du mouvement et du temps, sur ces questions du sens, de l'invisible et en même temps de ces villes qui
ont un impact direct et formel sur le développement du territoire, donc jongler à un moment entre quelque chose qui doit s'inscrire dans l'espace physiquement et quelque chose qui devrait être inaccessible ou plus discret. Savoir comment finalement un architecte peut se positionner. Alors peut-être que en termes de comment une sociologue pourrait répondre à ça, se positionner sur, moi je pense notamment aux espaces publics, aux formes de la ville, peut-être plus que de l'architecture, sur ces formes finalement où on aurait presque tendance à dire la forme de la ville disparaît, et noyée dans quelque chose de... Alors vous avez parlé de mouvement, de vitesse, de marge aussi, cette question de l'urbanisme de marge qui pourrait être interrogée. Quels seraient les espaces qui pourraient être symptomatiques, ou disons iconiques de ces transformations que Simmel avait pu entrevoir dans le champ sociologique, spatialement. Alors je pense à ces lieux, ces résidus infrastructurels, enfin générés par l'infrastructure, le mouvement, ces lieux qui se retrouvent entre l'industrie, entre ce qu'on appelle la ville mais qui n'en est plus tout à fait. Justement revenir peut-être sur la sociologie de la marge, de ces marges de la ville. Est-ce qu'il y aurait des relations, passer du champ sociologique au directement réalité physique du territoire? Interrogation. Ah oui, excusez-moi. Sur cette question de marge qui a été évoquée, vous avez dit sociologie des marges, en marge de la sociologie aussi, et savoir comment cette sociologie de marge, comment on pouvait identifier l'importance de la marginalité dans les développements urbains aujourd'hui, puisque la forme de la ville comme un tout centré, on sait qu'aujourd'hui est une réalité qui peut être discutable. Voilà. Je ne sais pas si... Disons, je vais répondre sans répondre. Je vais juste faire une association, ce que vous me dites, l'associer... En fait, je pense à ce que disait... à la relation entre justement des formes, disons, des grandes formes, des formes qui vont avoir une manifestation suffisamment installée dans la durée pour qu'on les voit et qu'on les associe au fait qu'elles soient grandes, parce qu'on les voit, parce qu'elles sont là, parce qu'elles durent, etc. Et puis du petit, du mineur, du marginal, qui est justement davantage fugace dans le mouvement. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là dans les marges, c'est-à-dire c'est une question de temporalité aussi, c'est une question de présence. Je pense que c'est une question de présence. Bon, le petit n'est pas toujours caché, ou il peut être juste fugace, il peut dépendre de l'attention qu'on va porter à un moment donné, que quelqu'un va porter. Et donc il n'y aura pas cette objectivation, ce que Simmel qualifiait justement de culture objective. C'est vrai que la question de comment faire culture objective, si c'est le travail de l'architecture, qui fasse place aux fugaces, c'est vrai que je pense que comme sociologue et pas comme architecte, n'étant pas architecte, je perçois l'enjeu. Mais alors, il y a sans doute que, par exemple, cette présence permanente offerte par les techniques éthiques d'information généralisée, de captation du monde partout, tout le temps, sans doute que c'est une réponse.
c'est sans doute une réponse. Après, est-ce que c'est la réponse qui pour moi est la plus poétique ou qui fasse écho à ce que j'ai pu dire, des formes qui accueillent la vie, etc. Mais bon, à la limite, voilà, c'est pas la question n'est pas est-ce que moi ça me touche ou pas, est-ce que c'est de mon esthétique ou pas, c'est pas. Mais sans doute que dans la ville d'aujourd'hui, dans ce que les mutations technologiques et aussi sociologiques, parce que l'architecture ne peut pas faire des choses qui ne correspondent pas, elle ne peut pas accueillir des mouvements de vie qui ne sont pas. Alors, il y a aussi ça, c'est-à-dire que si tout le monde court, ou si tout le monde est capté par des images de l'autre bout du monde, ou si l'architecture ne pourra pas nécessairement poser les gens, enfin, ou nous faire être autrement que ce que dans le flux de vie que nous sommes actuellement. Donc je pense qu'il y a aussi ce dialogue-là, c'est-à-dire que effectivement, elle peut offrir pour ceux ou celles qui sortent parfois de cette dynamique-là, ou pour des moments justement fugaces aussi d'un autre rythme, notamment puisque le texte aussi Métropole et mentalité de Simmel, qui fait écho à ce rythme et à cette figure blasée déjà du Berlin de la fin du 19e siècle, avec cette métropole qui offre cette intensité nerveuse, etc. Et comment offrir des lieux de respiration, voilà, comment offrir. Et je pense qu'effectivement dans l'urbanité, et pour avoir aussi travaillé sur ces installations artistiques dans l'espace public, je pense que les installations artistiques dans l'espace public, enfin je l'ai interprété comme ça, après il y a évidemment d'autres multiples approches possibles, mais je pense que c'est un essai pour offrir du souffle. Bon, mais ça reste souvent assez bruyant malgré tout. Je pense qu'on est quand même, on est dans des urbanités très bruyantes, peut-être des qualités comme ça de rythme et de tonalité n'ont pas vraiment beaucoup de place. Je ne sais pas si je réponds, si j'apporte un éclairage. Mais peut-être que la salle peut aussi, à cette proposition, en faire d'autres pour ouvrir aussi. Je crois qu'on va faire passer le micro, Bruno. Et puis c'est vrai que si vous pouvez juste dire votre nom, mais là je l'ai dit, Bruno Steiner, ça permet... Bruno Steiner, donc paysagiste et architecte. Oui, je disais que je référais à ce texte parce qu'il me semblait qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que effectivement Simmel voit peut-être parmi les premiers cette dimension de paysagement dans le paysage qui est et cette double nature du paysage qui est à la fois unitaire et spatial d'une certaine façon, puisque c'est un ensemble mais qui procède par appareillement d'une certaine façon de choses disparates et qui convoque une très grande subjectivité de nos lectures singulières, sensuelles et toutes singulières.
Et du coup, je pense qu'une des pistes aussi dans cette manière, dans ce lieu à travailler, c'est peut-être la question du récit, c'est-à-dire effectivement cette manière de construire collectivement mais pas à pas un ensemble toujours recomposé à travers une mise en commun de la parole et du sens sur ces espaces qu'on partage de façon expérimentale les uns les autres, et donc dans cette façon dont à la fois ils acceptent de nous parler et puis du coup qui nous donne une prise, une saisie pour qu'on puisse les articuler ensemble dans quelque chose qui effectivement est à un moment donné une fabrique collective de sens. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentation qui articulent depuis ce fameux texte de Paul Ricoeur, mais d'autres, cette question d'architecture et de la mise en récit et de sa mise en lecture, et surtout de sa polysémie par rapport à effectivement des offres de sens qui peuvent être plus monumentales et donc beaucoup moins ouvertes à ce type de construction collective. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à... Je pense que c'est plutôt bien de faire circuler la parole. Là, il y avait Patrick Vattier aussi qui... Oui, merci. Oui, alors, merci pour ta présentation. Simplement, je vais me contenter là de quelques précisions sur les années 80, mais bon. Comme ces derniers temps, on lui cherche un peu des noises, j'aurais tendance quand même à insister aussi sur le fait que Julien Freund était quelqu'un qui a joué un rôle important. Alors, et puis, bon, tu l'as cité après, et j'ai un grand regret, hein, c'est que finalement Isaac Joseph ne m'a pas donné le texte, alors qu'il avait participé au colloque, mais ça faisait partie en même temps de, je dirais, toute sa droiture, son honnêteté, enfin bon, il trouvait qu'il n'avait pas réussi le meilleur texte, et donc il ne le donne pas. Il ne donne pas quelque chose qui n'est pas, pour lui, en ce sens-là, très simélien, qui correspondrait à sa loi individuelle. C'est-à-dire que d'essayer de développer au maximum, je dirais, l'ensemble de ces dispositions, et si, à un moment donné, on ne les atteint pas, on laisse ça de côté, on reprend. Alors ça, c'était simplement pour dire que il me semble que en 78, donc je reviens un peu avant, donc les traductions d'Isaac Joseph et de Graf Meyer ont joué un rôle, surtout du côté des études urbaines, puisque en même temps, ils avaient traduit, alors moi je dis plutôt les grandes villes et la vie de l'esprit, parce que je ne retraduis pas de l'américain, Zimmel, bon, et puis le texte sur l'étranger, avant tous les développements sur l'école de Chicago. Et ça, je crois que remettre en évidence les relations entre Simmel et l'école de Chicago a été quelque chose de tout à fait fondamental pour le retour de Simmel. Hein. Pas forcément en sociologie. Parce qu'en sociologie, je dis ça là maintenant parce que j'en parlerai pas cet après-midi. En sociologie, il faut bien dire que Simmel avait été, par certains aspects, disqualifié par Émile Durkheim, qui avait dit c'est pas de la sociologie. Et alors pendant très longtemps, il n'y a que Raymond Aron qui en effet lui avait consacré un certain nombre d'articles, et puis surtout sans doute un des articles les plus éblouissants qui soit sur Simmel, qui est celui de Vladimir Yankelevitch de 1922 ou 1923. Là, j'ai un petit doute sur Simmel, philosophe de la vie, et qui en effet est sans doute un des plus grands articles qu'on ait consacré à Simmel, et qu'un philosophe consacre à Simmel. Parce que ce que je voulais dire aussi, ce qui est paradoxal pour Georg Simmel, c'est qu'il l'a toujours dit,
je suis avant tout philosophe. Alors, ça n'empêche pas, évidemment, de dire qu'il est sociologue, et quand il, ça je le dirai peut-être cet après-midi, quand il fait en quelque sorte une espèce de testament philosophique, il considère qu'il a joué un rôle pour l'idée centrale de la sociologie. Mais avant tout, il se considère comme philosophe. Et je dirais qu'un de ses drames, peut-être, c'est que jusqu'à présent, bon, les philosophes ont été un peu discrets à son propos. Il est possible que, du côté de nouvelle réception maintenant, je dirais, du côté de Thouars, spécialiste de l'herméneutique, puis de quelqu'un d'un jeune Mathieu Amat, y ait quelque chose qui se redéveloppe. Bon. Mais les philosophes n'ont pas véritablement, je dis ça pour la France ou pour l'Allemagne, disons, repris Simmel, ou alors, ce qu'on peut dire, c'est que Heidegger, sans doute, pour partie sur les questions de vie, s'est beaucoup inspiré de lui, mais sans trop en parler, ou alors en le faisant des remarques un peu désobligeantes, ce qui fait que du coup on ne va pas voir. Et je crois qu'il a souvent été victime de ça. C'est-à-dire quelqu'un dit, mais Simmel dit quelque chose de faux, et comme c'est une espèce d'autorité, ça c'était le cas pour Durkheim, ensuite, pendant longtemps, plus personne ne va voir, ne va lire. Et puis, dernière chose que je voudrais dire, et ça a été, je crois pour Strasbourg quand même une chance, c'est qu'on ait réussi en effet à avoir des relations très vite avec Otto Ramstedt, qui est donc l'éditeur des œuvres complètes. Et bon, maintenant il a 80 ans. Je crois qu'il devait venir à Paris, mais finalement il ne viendra pas. Bon, je l'ai vu lors de son anniversaire au mois de janvier. Il devait être réopéré. Je pense que ça va mieux. Et j'espère surtout qu'il pourra venir au mois de décembre, parce qu'au mois de décembre ici, il y aura, 30 novembre exactement, une petite journée quand même organisée par la faculté de sociologie et pas la faculté de philosophie. Parce que quand Simmel était à Strasbourg, il faut le rappeler, il était sur un poste de philosophie et de pédagogie. Très souvent, on pense qu'il était sur un poste de sociologie. Non, il est sur un poste de philosophie et de pédagogie. Ça n'a pas été sans mal non plus. Bon, mais ça, je ne vais pas, disons, faire toute cette histoire de tous les gens qui, dans la faculté de philosophie, s'opposaient à sa venue, mis à part encore d'autres personnes en dehors de l'université qui s'y opposaient, et qui voulaient plutôt un psychologue, de nos jours, on dirait expérimental, à la place d'un philosophe. Et puis, alors, bon, là, Mathieu Amat, justement, qui est un de ces jeunes là, qui travaille bien sur ces questions, va sans doute publier sous peu, alors, un des textes écrits à Strasbourg, comment traduire ça, Schule pédagogique, bon, disons, les leçons, on va dire, de Simmel à Strasbourg, mais qui concernent plus l'éducation que la sociologie. Et puis, dernière chose, je crois qu'une autre chance a été pour qu'on puisse redémarrer avec Simmel, qui est un petit éditeur qui à l'époque habitait route de Schirmeck à Strasbourg, Claude Lutz, le fondateur des éditions Circé, et qui a très vite, disons, qui connaissait Simmel et qui, avec Sibylle Müller, qu'il faut rendre hommage aussi, une germaniste, ils ont commencé à republier des petits textes, et ils n'avaient pas les reins assez solides, parce qu'on était parti pour faire ça, pour que la sociologie ce soit sous forme de chapitre chez lui, et les poufs, comme tu dis, disons, ont repris, voilà. Mais, donc avec aussi une autre préface que celle qu'il aurait pu y avoir si ça n'avait pas été les poufs. Voilà, j'ai été trop long, excusez-moi. Dernière chose, psychologie de l'espace. Enfin, tout le chapitre sur l'espace dans Simmel, à mon avis, pour les architectes, ça peut être tout à fait intéressant, bien qu'il ne soit pas très souvent lu. Je suis d'accord. Merci pour ces éclaircissements. Je ne suis pas sûr, si j'ai bien compris
vous avez exclu qu'on peut parler à propos des emails des morphologies sociales. Est-ce que j'ai bien compris, ou dans votre présentation, j'ai eu l'impression que dans quel sens alors vous pensez qu'on ne peut pas parler des morphologies? Parce que la relation entre surface et sens, surface des phénomènes et sens, il nous ferait penser à quelque chose qui est très proche de la morphologie, selon moi au moins. Mais expliquez-moi s'il vous plaît ce que vous avez entendu avec ça. Merci. Oui, merci. Effectivement, j'ai dit il me semblait que ce n'était pas, contrairement à ce qu'on pouvait penser quand on parle de forme, qu'il me semblait que la sociologie de Simmel n'invitait pas spécialement à une morphologie, ou n'était pas ne constituait pas pour moi contrairement à ce qu'on pourrait penser, la forme telle qu'elle est pratiquée chez Simmel ne prend pas d'incarnation, ne se manifeste pas par ce qu'on pourrait entendre par une morphologie. Effectivement, c'est pour ça que je faisais... après, c'était une observation subjective que dans ma lecture de Simmel, je ne fais pas aisément de traduction morphologique, et d'où cette observation qu'elle n'invitait pas nécessairement à une physique sociale, ou qu'elle n'était pas nécessairement une physique sociale, mais qu'elle est... contrairement à ce que justement l'idée de forme pourrait peut-être laisser penser. Après, je ne l'exclus pas, parce que justement, je pense qu'il y a un enjeu, mais je ne l'ai pas réellement trouvé ou vu, ou peut-être pas cherché non plus dans la lecture que j'ai faite de ces textes, qui est loin d'être, de toute façon... je veux dire, j'ai pas lu tous les textes de Simmel, donc qui est partiel, fragmentaire. C'était pas, je ne l'exclus pas, mais juste c'était un point de vue qui est plus subjectif. En effet, à Simmel, on trouve les deux notions de forme, la forme comme essence, comme quelque chose d'eidétique, mais aussi la forme comme gestalt, la forme comme apparence, et l'attention au concret des apparences est très forte à lui. C'est pour cela que je ne pouvais pas bien comprendre, mais on le discutera pendant les jours. Hein. Oui. C'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci.